dans cette organisation juridictionnelle complexe, faite d'organes spécialisés juxtaposés, le pouvoir juridictionnel est conféré par un acte qui a un rôle fondamental en droit international, c'est l'engagement juridictionnel qui attribue le pouvoir de juger et dont le résultat est précisément la dévolution du pouvoir de juger. Grand B, l'engagement juridictionnel. Pour comprendre l'engagement juridictionnel, il faut d'abord se débarrasser d'un préjugé. On dit que le procès international est consensuel, c'est-à-dire qu'il est fondé sur la volonté des parties et l'acceptation de la juridiction par les parties. C'est vrai. C'est vrai au sens historique, c'est-à-dire que l'engagement juridictionnel interétatique entre États, ou l'engagement juridictionnel pour les litiges entre États et organisations internationales, ou organisations internationales entre elles, ces litiges-là supposent en principe l'acceptation du défendeur et du demandeur. Donc il suppose l'accord des deux parties. En principe, car pour les organisations internationales, c'est plus complexe, puisque l'instrument constitutif qui les crée peut les soumettre d'autorité à une procédure juridictionnelle sans qu'elles aient à consentir. Mais pour les États, il n'y a pas d'exception. C'est la volonté, sous réserve des pouvoirs du Conseil de sécurité, c'est la volonté des parties qui crée l'engagement juridictionnel. Mais dans les autres domaines, les choses sont plus complexes et la volonté des parties joue un rôle plus incertain. Dans le domaine de la fonction publique internationale, par exemple, c'est l'organisation qui crée le tribunal administratif de l'organisation internationale ou confère le pouvoir de juger au tribunal administratif de l'organisation internationale du travail, qui est un tribunal ouvert aux autres organisations internationales. C'est donc l'organisation qui soumet ses agents à ces procédures dans leur intérêt. En réalité, ces procédures sont offertes aux agents comme des voies de recours, mais elles fonctionnent en définitive comme la justice administrative des différents États membres, des différents États dans le domaine de la fonction publique, c'est-à-dire sur une base qui n'est pas la base de l'accord entre les parties à la procédure. Dans le domaine pénal, c'est encore plus visible. La personne qui est accusée subit le procès que lui fait le procureur, c'est-à-dire le représentant de l'organisation internationale, de la juridiction internationale, et il y a un accord en amont, un traité, mais un traité entre les États qui ont créé la juridiction, et non pas entre les parties au procès, le procureur et le particulier, notamment l'accusé, qui ne pourra pas éviter la procédure en disant « je ne l'ai pas accepté ». Plus souvent encore, le droit international offre des procédures juridictionnelles aux particuliers. C'est le cas notamment dans le domaine des droits de l'homme. Dans le domaine des droits de l'homme, le particulier qui utilise la procédure n'est pas parti à un accord. La Convention européenne des droits de l'homme, par exemple, offre la procédure juridictionnelle contre tous les États qui sont partis à la Convention, mais le requérant n'agit pas sur une base conventionnelle, sur une base contractuelle. Il agit sur la base d'un droit d'action qui lui est conféré par la Convention européenne. On retrouve cette logique dans le domaine des traités bilatéraux d'investissement, même si la jurisprudence les analyse comme des offres d'arbitrage acceptées par l'investisseur. Alors, une fois qu'on a relativisé le rôle de la volonté dans la formation de l'engagement juridictionnel, on peut dire un mot des deux techniques qui sont utilisées principalement dans le procès international, les techniques conventionnelles et les techniques unilatérales. Les techniques conventionnelles qui sont utilisées sont de deux sortes. Le compromis, qui est conclu après le litige et qui attribue le pouvoir de juger à la juridiction choisie dans le compromis, ou la clause compromissoire qui envisage des litiges futurs et désigne la juridiction internationale qui devra en connaître.
dans l'hypothèse de la clause compromissoire, on est donc dans l'hypothèse où le litige est encore hypothétique. Il n'existe pas encore, on ne fait que l'envisager. C'est pour ça qu'on parle de la juridiction obligatoire dans le cas de la clause compromissoire, car les parties s'obligent en amont, avant le litige, à avoir recours à une certaine procédure lorsque le litige sera né, ce qui permet le déclenchement unilatéral de la procédure par l'une des parties, sans besoin d'un nouveau consentement lorsque le litige est né. En droit international, la clause compromissoire a une particularité, c'est que elle est un traité, c'est-à-dire un accord pour les parties au traité, mais une loi pour les particuliers. Ce qui veut dire que la clause compromissoire peut offrir la juridiction aux particuliers comme un droit qui leur est donné, ce qui est le cas, par exemple, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui, par sa clause compromissoire, donne à tous les particuliers, sans considération de nationalité, le droit d'agir contre les États membres de la Convention. Ça peut être un droit, mais cette loi que constitue le traité peut être une obligation pour les particuliers. Et c'est le cas du statut de la Cour pénale internationale, qui est un traité, et qui est donc une clause compromissoire, qui attribue par la base conventionnelle, par la base d'un traité, sur la base d'un traité, le pouvoir de juger à la Cour pénale internationale, mais ce pouvoir de juger soumet à la Cour les personnes qui se trouvent sur le territoire des États parties ou qui ont la nationalité des États parties et qui sont soupçonnés d'avoir commis un crime relevant du statut. Et donc, par cette clause, qui est un accord entre les parties, on crée une loi pour les particuliers. Et une loi qui les soumet à la Cour pénale internationale ou qui leur offre le recours à la Cour européenne des droits de l'homme ou aux autres organes relatifs à la protection des droits de l'homme. Les techniques unilatérales, c'est la possibilité de créer en revanche un engagement juridictionnel par la voie d'un acte unilatéral de droit international. Il peut s'agir très exceptionnellement de techniques autoritaires, c'est-à-dire d'actes d'une organisation internationale qui impose une solution juridictionnelle. C'est très exceptionnel, je l'ai déjà mentionné, c'est l'hypothèse de la fonction publique internationale où la résolution de l'organisation internationale choisit la procédure applicable, ou l'hypothèse très exceptionnelle du Conseil de sécurité, agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, donc avec le droit de veto des 5 membres permanents, et qui, Conseil de sécurité, imposerait la création d'un tribunal ad hoc en matière pénale, comme il a fait pour l'ex-Yougoslavie ou pour le Rwanda. Mais la voie unilatérale peut aussi être une voie consensuelle. C'est le mécanisme très intéressant, très imaginatif de l'article 36, paragraphe 2 du statut de la Cour internationale de justice qui a créé ce qu'on appelle la clause facultative de juridiction obligatoire. Il s'agit d'une déclaration facultative que les États peuvent émettre et par laquelle ils acceptent en avance la compétence de la Cour à l'égard de tout autre État, parti au statut, acceptant par le même procédé, celui de l'article 36, paragraphe 2, la juridiction de la Cour. C'est donc une déclaration facultative, les États peuvent l'émettre, mais qui aboutit à la juridiction obligatoire, c'est-à-dire que si la déclaration est émise, une fois qu'elle est émise, l'État est exposé à une procédure internationale vis-à-vis de tous les États qui ont fait la même déclaration. Alors, il reste que c'est un mécanisme basé sur la réciprocité, et c'est important car les déclarations peuvent être émises purement et simplement, ou peuvent être assorties de limitations, d'exclusion de telle ou telle catégorie de litige. Alors, lorsque tel est le cas, lorsqu'il y a des limitations, qu'on appelle souvent réserves dans la pratique, lorsqu'il y a des limitations à l'acceptation de la compétence de la Cour dans l'engagement juridictionnel, elles peuvent être invoquées, ces limitations, non seulement par celui qui a émis la déclaration, mais également par tous ceux qui agissent contre celui qui a émis la déclaration. On connaît
l'affaire des emprunts norvégiens en 1957, qui a abouti à une déclaration d'incompétence dans une affaire introduite par la France contre la Norvège, mais dans laquelle la Norvège a pu éviter le jugement de la Cour internationale de justice en invoquant la condition, la réserve émise par la France sur la base de la réciprocité. Ces techniques se retrouvent dans le domaine du droit des investissements, avec peut-être une particularité, qui est une particularité élaborée par la jurisprudence, et qui correspond à ce qu'on appelle la théorie de l'arbitrage sans lien direct entre les parties, l'arbitration without privity. C'est l'idée que, dans le domaine des investissements, les codes nationaux de protection des investissements ou les traités bilatéraux d'investissement constitueraient des offres d'arbitrage qui seraient ensuite acceptées par les investisseurs au moment où ils introduisent leurs réclamations et par l'offre contenue dans l'instrument étatique et l'acceptation de l'investisseur, il y aurait un lien d'arbitrage, mais un lien qui ne serait pas basé par un contrat entre les deux, mais par la dissociation de ces deux consentement. C'est ainsi, sur cette construction théorique, qu'est basé dans la pratique l'arbitrage relatif aux investissements.